Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre atelier pour ou contre la FAD pour les étudiants en grande difficulté. Vous voyez à l'écran les instructions d'utilisation pour la plateforme Zoom. Ce qui est important de connaître, c'est évidemment l'icône conversée qui va vous permettre de suivre les discussions tout au long de l'atelier. Également, si vous voulez prendre la parole, vous désirez lever la main, alors le chemin pour y parvenir, il faut vraiment cliquer sur l'icône participant. Et vous aurez ainsi accès à quelques icônes, dont la main levée, le petit crochet vert, etc. Alors, vous avez en bas de votre écran à gauche le micro, la caméra. Donc, vous pouvez garder votre caméra ouverte ou fermée, c'est à votre convenance. Évidemment, on va garder les micros fermés pour faciliter le déroulement de l'atelier. Et ce qui peut être très aidant, c'est en haut à droite, vous avez deux types d'affichage. Alors, l'affichage intervenant qui permet d'avoir la personne qui prend la parole en gros format, ou l'affichage galerie qui nous permet d'avoir une vision de tous les gens qui sont connectés. Notre atelier est d'une durée de 60 minutes. Et en fait, je laisse mes animateurs, Marilyn et Eric, se présenter à vous. Alors, un bon atelier à vous. Moi, je vais agir à titre de facilitatrice. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Dans l'atelier d'aujourd'hui, vous serez invités à échanger sur les enjeux et les défis que représente la formation à distance pour les étudiants en difficulté. Je suis Marilyn Nadeau, je suis conseillère pédagogique au Cégep de Rivière-du-Loup. Je suis responsable dans mon collège de la formation à distance et des technologies éducatives. Je co-anime cet atelier-là avec mon collègue Éric Cloutier. Éric, je te laisse te présenter. Tu l'as bien dit, mon nom c'est Éric Cloutier, je suis conseiller pédagogique au Cégep de Thetford. Je m'occupe aussi de la formation à distance, de l'adaptation des programmes pour la formation à distance et tout ce qui est en lien avec la technopédagogie. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer ce midi et de participer à cet atelier-là avec Marilyn. Merci. Tout au long de la présentation, si vous êtes des adeptes de gazouillis, donc vous pouvez tweeter les échanges qu'on fera, les propositions qu'on fera. Vous pouvez tweeter soit via Fadio, hashtag semaine FAD. Vous pouvez également utiliser mon hashtag qui est bouteillerie et celui de Éric qui est Éric Cloutier. Alors, voilà. On débute. Donc, je vous explique un peu la formule. Actuellement, il y a beaucoup de participants qui sont inscrits à cet atelier, puis au fur et à mesure que l'atelier va avancer, il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Donc, par conséquent, même s'il s'agit d'une table d'échange, on ne pourra pas tous prendre la parole, mais notre souhait à Éric et moi, c'est que tous les participants de l'atelier puissent repartir avec quelque chose, même si vous ne pourrez pas tous vous exprimer. Alors, c'est pour ça que Julie a mis dans le chat un lien pour un document collaboratif dans lequel nous vous invitons à mettre vos idées, vos commentaires, tout ce que vous auriez souhaité dire. Si vous ne pouvez pas le faire live, bien, vous pouvez le faire et on vous invite à le faire dans ce document-là. Pour ce qui est des problèmes techniques ou encore des questions qui vous empêchent de bien suivre le déroulement de l'atelier, bien, vous pouvez à ce moment-là utiliser le chat. On a Julie qui le surveille étroitement. Dans cet atelier, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est offrir une tribune d'échange. Ce qui veut dire que Éric et moi ne sommes pas les messagers d'une réponse unique. C'est pour cette raison que durant l'atelier, pendant la prochaine heure, on va interpeller un intervenant de chaque ordre d'enseignement à s'exprimer sur sa réalité en lien avec la FAD et les étudiants en grande difficulté. En fait, Fadio, c'est sa force, c'est un réseau interordre. Donc, Éric et moi, on va pouvoir témoigner de ce qui se passe au collégial, mais on souhaiterait également entendre des gens du milieu universitaire, primaire et secondaire s'exprimer.
Donc, on va orienter les discussions sur l'aspect plus large de la problématique que représente la FAD pour les étudiants en grande difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait avoir un portrait, une vision d'ensemble. On veut voir la forêt et non pas seulement l'arbre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement parler de moyens et de stratégies. On va plutôt parler de la grande problématique que représente la FAD pour les élèves en grande difficulté. Bien sûr, on lance le débat en se disant qu'il y aura peut-être dans une prochaine semaine FAD un deuxième atelier où là, on parlera de mesures concrètes à mettre en place pour les élèves en grande difficulté. Où on va parler plutôt de moyens. Alors, Éric. Oui, Marilyn. D'après toi, autour de la table actuellement, qui est pour et qui est contre la formation à distance pour les élèves en grande difficulté? C'est tellement une bonne question, Marilyn, qu'on va sonder les gens qui sont en ligne. Et ça, c'est ce qu'on appelle un lien. Hein? C'est impressionnant. Donc, on va utiliser les outils de Zoom et on va vous lancer un sondage. Et là, cette question-là, c'est à chaud. Là. Réfléchissez. Et c'est dur à dire ce mot-là. Pensez-y pas. Vous répondez pour ou contre. Donc, pour ou contre la FAD pour les étudiants en grande difficulté. Et on va vous reposer cette question-là à la fin. On pourra voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il y en a qui ont changé d'avis? Est-ce que ça leur resté pareil? Donc, on vous lance le petit sondage. Normalement, ça devrait arriver dans vos écrans. Les gens commencèrent à répondre. Super, 14, hey boy, ça monte vite. Super. Ça va bien. On est combien en ligne? Je n'ai pas vérifié. 53. Parfait. Donc, j'ai 18 personnes qui ont répondu. Les autres, gênez-vous pas. C'est gratuit. Moi, je n'ai pas pu voter. Le sondage est disparu. Alors, je ne l'ai pas arrêté encore. Il doit être caché dans ta barre. Il doit être caché dans ta barre en bas. Il est revenu. Excellent. Est-ce qu'on répond une deuxième fois s'il est revenu? En fait, là, il y a quelqu'un qui a reparti le sondage, on dirait. Il y a plusieurs autres dans la rencontre aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je peux répondre plus qu'une fois, moi, ça ne me dérange pas. Je peux répondre pour et contre. Ne mélange pas nos statistiques, là. Ça va bien. On a une trentaine de personnes qui ont répondu. Il y a comme... OK, le sondage, on dirait que c'est terminé tout seul. Alors, juste OK. pour avoir une idée. Oui, je vais partager les résultats. Donc, partage des résultats du sondage. Donc, pour ou contre la FAD pour les étudiants en grande difficulté. Sur une trentaine de répondants, on a 80 des gens qui sont pour et 20 des gens qui sont contre. Donc, on garde ça en note, 80-20. Et là, ça confirme en fait ce qu'un collègue m'a dit quand je lui ai annoncé que j'avais accepté d'animer une table d'échange sur cet enjeu-là. Dans le fond, il m'a dit, tu ne pourras pas animer une table d'échange parce que c'est certain que l'ensemble des participants lors de la semaine de la formation à distance sont tous déconvaincus de la FAD. Donc, par conséquent, il n'y aura pas personne qui sera contre la FAD pour les étudiants en grande difficulté. En fait, on a 80-20, donc ça témoigne que la majorité sont pour. Néanmoins, la formation à distance pour les élèves qui éprouvent des difficultés, ça demeure quand même un défi. Alors, pour lancer la discussion, j'ai préparé une mise en situation qui est très réelle pour vous permettre de bien suivre ma lecture. Je l'ai mise, cette mise en situation-là, dans les notes collaboratives. Donc, voici le cas. Marie-Pierre étudie dans le programme de comptabilité et gestion. Elle en est à sa dernière session. Si tout va bien, elle obtiendra son diplôme au terme de cette session, sa dernière enfin. Marie-Pierre a été accompagnée étroitement depuis le début de son parcours au cégep. L'API, l'aide pédagogique individuelle, a établi pour elle un cheminement atypique sur 8 sessions au lieu de 6. Marie-Pierre bénéficie de mesures d'accommodement puisqu'elle a un diagnostic de dyslexie et de déficit de l'attention. De plus, bien qu'elle ne soit pas officiellement diagnostiquée anxieuse, le conseiller en service adapté de son collège l'a soutenue régulièrement pour cette problématique.
Pour réussir à terminer son DEC, l'API doit l'inscrire, cette session, dans un cours de philosophie au cégep virtuel. Marie-Pierre a échoué ce cours à la session dernière. Il s'agit d'un cours entièrement en FAD, en mode synchrone, en soirée. Impossible d'ajouter ce cours pour Marie-Pierre dans son horaire régulier de jour en classe. Voilà la mise en situation. Parmi les gens qui participent à l'atelier actuellement, il y a probablement des gens qui sont des équipes de services adaptés. Il y a peut-être des conseillers en services adaptés ou des éducateurs spécialisés. Bref, des gens qui, de près ou de loin, soutiennent ces étudiants-là. À partir du moment où on convient que les mesures d'accommodement doivent demeurer réalistes et équitables, Marie-Pierre, elle est probablement anxieuse. C'est sa dernière chance pour elle de pouvoir terminer son DEC. C'est pour ça qu'elle doit suivre un cours à distance. J'aimerais entendre quelqu'un parmi vous qui s'occupe des services adaptés dans son collège. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Oui. Oui, Marlène. Oui, attendez. Oh, merci, Marlène, de t'exprimer. Oui. Je vous entends bien. Donc, en fait, Marlène, toi, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Je suis conseillère, je porte toutes sortes de chapeaux. Je suis conseillère en services adaptés, aide pédagogique individuelle et conseillère d'orientation au Centre matapédien d'études collégiales. Donc, fait que c'est intéressant parce que je peux aller chercher justement un petit peu tous ces volets-là, mon côté d'appui pour le fait d'inscrire des gens en FAD, puis aussi là, pour vérifier au niveau des besoins là, de ces personnes-là. OK. Donc, finalement, si je comprends bien, le cas que j'ai décrit te parle. Oui, c'est quelque chose qui peut arriver là, définitivement, qui nous est arrivé aussi. OK. Et puis, à ton avis, sans savoir si tu es pour ou contre, est-ce qu'on hypothèque la réussite de Marie-Pierre malgré ses diagnostics si on l'envoie dans un cours en formation à distance en mode synchrone, compte tenu des mesures d'accommodement qu'elle a déjà? Je dirais que ça va dépendre un peu je dirais, du contexte. Personnellement, à choisir entre le mode synchrone, où est-ce qu'on est en vidéoconférence de soir et tout ça, je trouve que c'est favorable versus un mode de fonctionnement où est-ce qu'on est plus autodidacte, un petit peu avec le style du cégep à distance. C'est ça, bon, dépendamment de la motivation de l'étudiant aussi. Là. Bon, si on est dans le cas d'une étudiante qui est assez motivée, là, ça peut bien fonctionner aussi le côté autodidacte, mais je crois qu'il y a quand même une certaine préférence de ce côté-là. Mais ça reste que ce n'est pas une situation idéale non plus. À mon avis, ça peut amener certains obstacles. Ceci étant dit, je crois que tout va dépendre de la collaboration qu'on peut avoir entre les deux cégeps. Le fait qu'on puisse donner des accommodements, la facilité avec laquelle on va pouvoir donner des accommodements également. OK. Donc, dans le fond, c'est sûr que, Marie-Pierre, elle a, dans le fond, un diagnostic de dyslexie, donc elle a probablement des outils sur son ordinateur pour l'aider. Un déficit de l'attention, ben, j'imagine peut-être que le fait qu'elle soit seule avec son ordinateur plutôt qu'en classe, peut-être que ça pourrait être aidant. Là où on pourrait avoir un doute sur la réussite de Marie-Pierre dans un cours en formation à distance, c'est peut-être l'aspect pour son anxiété. Donc, la technologie, ça peut être anxiogène ça l'est pour nous tous de façon standard, mais pour quelqu'un qui a un trouble anxieux, ça peut être dramatique. Donc, en fait, j'ai quasiment envie de te poser la question qui me brûle les lèvres. Tu sais, si tu avais à choisir entre offrir le cours à Marie-Pierre de 3 façons. Cégep à distance, en mode asynchrone, en présence ou encore en FAD en mode synchrone. Dans le fond, l'idéal pour Marie-Pierre, c'est sûr que c'est en présence dans une classe.
Oui, moi, ça serait l'idéal pour moi, là, c'est sûr, dans une situation comme ça. Oui. OK. Mais on n'est pas contre le fait de lui offrir la possibilité de terminer son DEC dans un contexte de formation à distance en se disant que si on met toutes les mesures en place, on peut assurer sa réussite. Oui. Moi, je ne suis pas contre. Je crois qu'il faut laisser la chance de toute façon d'essayer. Il faut accompagner aussi. Là, comme je dis, c'est là que ça va dépendre un peu là, du niveau qu'on est capable de mettre en termes d'accompagnement, que ce soit de notre côté et du côté du cégep partenaire également. Merci, Marlène. Est-ce que... Juste faire du pouce un petit peu sur ça. L'avocat du diable, il est sur le payroll, fait que, il va parler. Mais il y a un défi. Il y a un défi à l'intérieur de ça aussi. C'est une personne qui est anxieuse. Elle a droit normalement à des services dans son cégep en présentiel. Donc, on lui amène un nouvel aspect qui est une autre forme d'anxiété. Comment je vais avoir accès à mes services? Comment je vais avoir droit à plus de temps pour faire mon examen? Comment je vais avoir droit à telle chose? Donc, parce que quand je suis dans mon cégep, je cogne à une porte, j'ai mes services adaptés, j'ai un local, j'ai ça rapidement. Malgré qu'on puisse tout mettre ça en place, on rajoute ou on peut augmenter son anxiété par le fait que je vais avoir accès à ça comment maintenant? Oui, je suis en ligne, c'est calme chez nous. Ouais, c'est super calme. Je ne suis pas dérangé par personne, mais j'ai besoin de plus de temps. Je vais être surveillé par qui? Faut-tu que j'aille me connecter dans d'autres choses? Donc, on a cet aspect-là, anxiété, qui fait que, ça peut amener d'autres problèmes. Oui, je suis bien d'accord. C'est à gérer. Je dirais, c'est sûr que c'est au cas par cas là, également. Puis d'anticiper les difficultés qui peuvent survenir, je dirais ça, c'est pas mal un point commun partout. Là. Il faut essayer d'anticiper lorsque c'est possible. Il y a beaucoup de commentaires très, très intéressants qui passent dans le chat. Heureusement que la session est enregistrée et qu'on va avoir accès à toute cette information-là qui circule. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, des services adaptés, tout ordre d'enseignement confondu, qui souhaiterait prendre la parole sur le cas de Marie-Pierre? Dans le chat, c'est sûr qu'on a quelqu'un qui mentionne pourquoi le présentiel serait plus adapté, étant donné qu'elle a déjà échoué. J'adore cette question. Ouais. Moi aussi. Et c'est des bonnes réflexions. Ce qu'on se rend compte par les commentaires, c'est qu'il y a beaucoup de cas par cas. On le vit en présentiel. Les personnes qui s'occupent des services adaptés gèrent du cas par cas. Ils ne peuvent pas faire un copier-coller d'un étudiant à un autre. Puis je crois que ça va être la même chose avec la modalité de formation à distance qui prend place dans nos institutions d'enseignement. Il va y avoir énormément de cas par cas. Donc, énormément d'accompagnement pour réussir à pallier à ces problèmes-là. Là, c'est ce que je comprends déjà des premières minutes de discussion qu'on a ensemble. Oui. Et de ce que je lis aussi et de ce que j'ai entendu de Marlène, de ce que je vis dans mon collège, c'est que les mesures d'accommodement, on recule d'une dizaine d'années, elles n'étaient pas aussi efficaces, elles n'étaient pas aussi nombreuses. Et les collèges se sont adaptés à toutes ces mesures-là qu'il fallait mettre en place. Et ce que je vois, c'est qu'on ne pourra pas faire un copier-coller des mesures qu'on offre quand on va les offrir pour les élèves qui vont faire des cours en formation à distance. Il va falloir encore réfléchir à comment faire pour donner plus de temps, pour s'assurer que les outils pour notamment les élèves qui éprouvent des problèmes de dyslexie soient installés sur les ordinateurs et ainsi de suite. Donc, la réflexion est lancée. C'était le cas de Marie-Pierre. C'est un cas collégial typique standard. Ah, Julie Bella, je pense que tu as levé la main. Oui, puis on a aussi une dame, Isabelle Hudon, qui aimerait prendre la parole par la suite. Alors, on y va avec toi, Julie. Bien, je voulais revenir sur ce que vous êtes en train de dire souvent. C'est comme si, parce que l'enseignement se fait à distance, c'était pas possible de mettre les mesures d'appui pour ces personnes-là, alors que c'est tout à fait faux, selon moi, parce que moi, j'enseigne à distance à temps plein. J'ai plusieurs cas exactement comme ce qui est décrit dans mes cours. Et je suis orthophoniste aussi de profession, alors la dyslexie, je connais un petit peu.
Et j'ai envie de vous dire qu'il y a même des fois où j'ai l'impression que c'est mieux d'être à distance, dans le sens où très souvent, on a une possibilité d'être un peu plus en individuel quand on travaille à distance avec nos étudiants. Et quand on a un étudiant comme ça, qui a beaucoup de difficultés, qui est anxieux, le fait d'être en groupe, c'est pas toujours gagnant parce que ça augmente l'anxiété, parce que la difficulté est connue de tout le monde, parce qu'il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte, parce que utiliser mes outils, bien, tout le monde voit que j'utilise ces outils, alors que si je suis chez nous, il n'y a personne qui se rend compte que je suis en train de faire les choses différemment. Alors, je pense que je ne suis pas certaine que c'est une bonne chose de dire d'emblée que parce que l'étudiant étudie à distance, on ne peut pas amener des aménagements. Et même nous, on a des examens ou des travaux où on offre la possibilité à nos étudiants de faire l'examen oralement dans ces situations-là, qu'ils puissent avoir une discussion ou nous amener verbalement les informations. C'est sûr que ce n'est pas une discussion dans le sens où on ne pose pas des questions pour éclaircir ou tout ça parce que ça reste une situation d'examen, mais on va offrir la possibilité de ne pas passer par l'écrit. Et le fait d'être en mode à distance peut créer des choses comme ça aussi. Puis on est tout à fait capable, je pense, de donner des mesures aux étudiants qui ne sont pas toujours présents dans d'autres circonstances. Oui. En fait, c'est la seule chose qu'il faut s'assurer de faire en présence comme à distance, c'est que les mesures d'accommodement qu'on met en place, elles doivent être équitables. Et dans le fond, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis Julie, je sais que toi, tu enseignes dans le fond au collégial. Donc, le cas dont on parlait, pour toi, c'est très parlant. Il y avait Isabelle qui voulait parler. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ne suis pas très techno. On vous entend bien. OK. Moi, je suis éducatrice spécialisée au Cégep de la Pocatière. Donc, c'est ma réalité d'accompagner des étudiants. On en a quelques-uns en FAD, donc depuis quelques années. Puis, ça se fait très bien en passant. Dans le cas de l'étudiante que tu parles, c'est quelque chose qu'on a. Moi, le seul hic que j'y verrais, c'est le soir. C'est un cours de soir. C'est toujours plus difficile le soir, étant donné que si elle a un TDA, c'est sûr que le soir, je voyais dans le chat qu'il y a quelqu'un qui disait dans ce cas-là, il retarde la médication. Par contre, si elle a des cours le jour, il faut que la médication soit adéquate le jour. Fait que c'est souvent ça qui cause un peu de problème. Mais pour nous, au service adapté, nous, on accommode quand même les étudiants sans discrimination ni privilège, que ce soit un cours de soir, un cours de fin de semaine. On a la zoothérapie ici en AEC, puis on accommode les étudiants. S'il faut qu'on ouvre le local d'examen et que les étudiants viennent faire leurs examens chez nous, on le fait. Le soir, moi, ça m'arrive de surveiller des examens pour le temps supplémentaire le soir. Après ça, on fait des rencontres par Zoom ou par Skype avec les étudiants, de l'accompagnement éducatif. Tout se fait. Il n'y a pas vraiment de limite. En tout cas, moi, j'en vois pas là, dans le cadre de mon travail. Merci beaucoup. Eric, on prend des notes parce que ce qu'offre le Cégep de la Pocatière, dans le fond, dans le fond, c'est un modèle probablement à imiter parce que c'est exactement les enjeux dont on souhaite discuter probablement dans un deuxième atelier, des mesures très, très précises. Bon, par exemple, avoir un service de fin de semaine, avoir un service de soir, qu'est-ce qu'on fait pour le temps supplémentaire qui est requis, qu'est-ce qu'on fait pour les outils nécessaires, la médication, et ainsi de suite. Marilyn, laisse-moi te freiner quelques secondes. Et j'invite les gens aussi, quand ils font des commentaires dans le chat, à peut-être le mettre dans les notes collaboratives. Parce que ça va être intéressant quand vous copiez-collez un lien. Là, je vois des choses, c'est super, c'est bien. Ça serait le fun de les avoir aussi pour que les gens puissent y référer. Ils passent un paquet de belles choses. Puis on pourra s'en servir aussi pour peut-être un prochain atelier par la suite. Allez, Marie, je te redonne une poussée. Parfait. Merci. Donc, ça fait déjà 25 minutes qu'on discute et donc au moins une quinzaine de minutes sur le cas de Marie-Pierre. Il y a Kim qui a levé la main. Est-ce que, Kim, tu souhaites prendre la parole? Excuse-moi, je viens de le voir. Oui, bonjour.
Moi, je suis au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, puis je suis conseillère pédagogique, mais j'ai été dans le passé conseillère en intégration pour les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage dans une université. Puis c'est ça, j'ai eu souvent, moi, ce que je trouvais ça plus mieux adapté quand c'était des cours en formation à distance. Parce que on parlait un peu d'anxiété tantôt. Si l'étudiante a de l'anxiété par rapport à la mise en place des mesures d'adaptation, ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait au début, parce que ça doit être discuté avec l'enseignant, puis discuter avec la personne ressource et l'étudiant, comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Puis une fois que c'est mis en place, souvent, ben, l'anxiété diminue parce qu'ils savent que ça va être pris en charge, puis c'est pas laissé à la discrétion de l'enseignant. Là. C'est vraiment... puis ensuite, moi, je priorisais ça pour certains étudiants parce que souvent, les documents sont mis sur une plateforme, la plateforme utilisée par le collège ou l'université. Tandis que des fois, quand c'est en présentiel, il y a des professeurs qui ne mettent rien sur la plateforme parce que c'est tout au tableau. Oui, bonjour. Oui. Allô? Il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi, là? Oui, on a coupé le son. Continuez. Okay. Puis, comme on disait tantôt, ben, les technologies peuvent prendre la relève pour pallier à ses difficultés dues à sa dyslexie. Fait qu'elle peut utiliser ça pour faire lire ses documents puis les relire chez eux, puis avant le cours et après. Puis, pour la prise de notes, souvent, ces étudiants-là, ils ont besoin d'un preneur de notes. Fait que, étant donné que les documents sont tous électroniques, ben, il n'y a pas nécessairement besoin de preneur de notes. Ou s'il a besoin d'un, ben, on peut toujours enregistrer ou avoir l'enregistrement de la séance qui a eu lieu. Fait que l'étudiant peut revoir certaines sections d'enregistrement. Alors, on n'a pas besoin de payer de preneur de notes, puis on n'a pas besoin aussi pour l'enregistrement, qu'il y a des enseignants, des fois, qui ne veulent pas se faire enregistrer quand c'est en présentiel. Puis, pour terminer, là, qu'est-ce qui est aussi pour le soir? Si c'est le soir, ben moi, souvent, ce que je disais à l'étudiant, ben tu peux aller écouter ton cours le soir, mais tu peux choisir aussi de le réécouter le lendemain parce que quand ta médication fait effet, puis qu'est-ce qui était pour les examens, pour la médication, je lui demandais de venir faire son examen durant le jour. Quand sa médication faisait effet, on s'arrangeait avec le professeur, puis tout marchait rondement. Je n'ai jamais eu de difficulté là, dans ce sens-là. C'était tout. Merci beaucoup, Kim. C'est toujours le fun de voir ce qui se fait ailleurs. Si vous permettez, ça ferait le tour pour le cas collégial. Je vois que Séverine est là. Séverine, est-ce que tu pourrais témoigner de ce qui se fait dans le milieu universitaire en termes de formation à distance pour les élèves en difficulté? Je ne sais pas si elle est là, Séverine. Ah, elle est là. Je suis là, merci. Merci, Marilyn. Écoute, je dirais que pour avoir vécu le collégial pendant quelques années et pour être depuis 1 an et demi à l'université, je vois que l'encadrement des étudiants en présence, à distance, des étudiants qui ont certaines difficultés ou certains profils atypiques, semble plus développé au collégial qu'à l'université. Cela dit, je n'ai pas fait d'études là-dessus, c'est vraiment l'impression que j'en ai. Au collégial, là, avec la présence des API, la collégialité, l'approche programme que j'ai pu constater dans différents cégeps, il y a quelque chose à observer des autres ordres d'enseignement pour nous à l'université. Je ne serais pas en mesure de ce que j'ai vu dans mon parcours universitaire jusqu'à maintenant de te partager des anecdotes ou des façons de faire qui me semblent porteuses. Bien, plus porteuses que ce que j'ai vu au collégial. Moi, vu de où est-ce que je suis assise, je suis impressionnée de ce qui se fait au collégial, ne serait-ce que par la coordination. Parfait. Entre les différents acteurs. Écoute, merci. Ça prenait quelqu'un un peu pour nous le dire. Puis on comprend très bien que c'est une perception. Puis
Je veux dire, est-ce qu'il y a parmi les participants, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre du secteur universitaire qui assiste à l'atelier, qui voudrait témoigner de ce qui se fait dans son milieu au regard du soutien pour les élèves en difficulté, mais dans un contexte de FAD? Oui, et merci de participer pour la belle participation. On vous invite par contre, les gens ouvrent leur micro, leur caméra, mais peut-être simplement à nommer votre titre professionnel et votre établissement pour qu'on puisse mieux vous connaître, en fait. Ah, je m'excuse, c'est ma faute. J'ai interpellé Séverine, donc parce que je la connais bien, sans lui demander de se présenter. Excuse-moi, Séverine, est-ce que tu pourrais ouvrir ton micro et te présenter? On était en terrain familier. Merci, Marilyn. Donc, Séverine Parent, je suis professeure en technologie éducative et en littératie numérique à l'Université du Québec à Rimouski, campus Lévis. Merci. Et tu sais, Marilyn, on est tout à fait conscient aussi que selon les ordres, les gens au primaire, ça fait longtemps qu'ils ont à dealer avec les élèves en difficulté, secondaire aussi. Collégial, il y en avait, mais il y en arrive encore plus maintenant. Puis maintenant, vu qu'on en diplôme plus au collégial, il va en arriver plus dans le milieu universitaire. Puis le milieu universitaire aussi va probablement se créer une structure qui va permettre de les accueillir avec leur réalité. Fait que, on est tout à fait conscient de ça, là. On s'était posé la question, par exemple, au primaire, la formation à distance. C'est quoi la formation à distance au primaire? Ben, c'est peut-être un robot de téléprésence parce qu'on a un élève qui a besoin de quelque chose, il ne peut pas se déplacer à l'école. Ben, l'élève est à distance, mais il est dans la classe. Donc, il peut avoir de la formation à distance au primaire. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous parler un peu de certaines expériences comme ça aussi, là, si les gens du milieu universitaire ont moins de choses à échanger avec nous là-dessus. Donc, avant de céder la parole aux primaires, secondaires, est-ce que universitaire, il y a d'autres personnes qui... Non. Donc, comme Éric disait, effectivement, l'ordre d'enseignement primaire en particulier, puis secondaire, pour ce qui est des mesures d'accommodement, ils ont été les premiers à devoir mettre des mesures en place. Et personnellement, c'est tout nouveau depuis que je suis dans Fadio que je constate que de la formation à distance au primaire et au secondaire, il s'en fait. Donc, il y a nécessairement des gens parmi nous qui peuvent témoigner de ce qui se fait pour les élèves en difficulté, mais dans un contexte de FAD, au secondaire et au primaire. Est-ce que, Éric a parlé de robots de téléprésence. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui pourrait témoigner de ça? Vous avez un robot de téléprésence, par exemple, pour un étudiant qui a une difficulté X. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Bon, mettons que j'enlève la difficulté du robot de téléprésence. Est-ce qu'il y a quelqu'un du primaire qui fait de la FAD, du primaire ou du secondaire? On va faire un ordre d'enseignement avec ça, du primaire et du secondaire, qui fait de la FAD. Julie, je pense que je vais être obligée de te demander de prendre la parole. Julie Bélanger. Oui, puis il y a Julie Bérubé aussi qui pourrait être une bonne participante. Je ne sais pas si... Julie Bérubé, parle-nous. Me voilà. Au niveau de la formation à distance, secteur jeune, c'est assez nouveau. Il faut vraiment que ça puisse émerger d'un besoin. J'ai vu que Marie-Claire Roy était branchée aussi. Elle pourrait sûrement venir nous en jaser parce qu'elle qui coordonne beaucoup les projets au niveau du secteur jeune. Mais dans ma commission scolaire, tout particulièrement, j'ai 2 projets. Un qui est plus au niveau secondaire pour répondre à des besoins d'élèves qui sont soit au hors sport études ou partis au hockey ou malades à la maison ou des choses comme ça. Alors, c'est plus particulièrement en histoire secondaire 4, moi, ici présentement, et secondaire 3 aussi. Puis, secteur jeune, présentement, c'est plus... j'ai beaucoup de projets de type école éloignée en réseau, où ils vont beaucoup utiliser des outils pour pouvoir amener des élèves à travailler en collaboration puis en co-construction. Puis particulièrement dans les petites classes où on a souvent 1 ou 2 élèves en je sais pas moi, 3e année ou 4e année, puis qui sont un peu comme isolés, bien, ça leur permet d'être
brancher avec d'autres élèves du même niveau qu'eux pour pouvoir travailler en collaboration avec d'autres élèves également. Il y a plein d'autres beaux modèles aussi, là. Je ne sais pas si Marie-Claire veut prendre la parole, mais il y en a plein d'autres. Julie Bélanger aussi, à la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, il y a des beaux projets aussi qui se font à ce niveau-là. Puis c'est sûr que quand ça répond à un besoin, c'est vraiment wow, là. Mais si ça ne répond pas à un besoin, c'est plus difficile de faire émerger un besoin, je dirais, là. Mais il se fait vraiment des belles choses. Merci, Julie. Marie-Claire, est-ce que tu veux... Oui, voilà, elle est là. OK, mon micro est branché, voilà. Oh, je pense que je suis un peu à contre-jeu, Aurore. Ici, il y a on te voit, on t'entend. OK. Alors, c'est ça. Moi, dans le fond, je suis comme gestionnaire du petit projet là, FAD avec Fadio pour le secteur jeune, donc primaire et secondaire. On a un projet primaire, comme je le disais, là, c'est le seul projet primaire qu'on a en 6e année, où les 2 profs travaillent plus en team teaching. C'est sûr qu'à l'intérieur de la classe, les élèves ont certaines difficultés, probablement, qui ont des élèves en difficulté. Mais nous, on ne voit pas dans ces projets-là, pour l'instant, le lien direct avec ces élèves en difficulté-là. On voit le projet plus comme préparer les élèves à, justement, quand ils vont être rendus au cégep ou à l'université, de pouvoir un jour utiliser la FAD. Moi, je voulais intervenir plus au niveau ministériel, parce qu'on travaille beaucoup avec le Service national de la FAD et le ministère de l'Éducation. Puis le ministère est en train de fabriquer, dans le fond, une formation. Là, on est surtout avec les cours qui sont, pour recevoir notre diplôme au niveau du secondaire. Là. Donc, mathématiques, français, anglais, les arts et tout ça, secondaire 4 et 5. Puis, le ministère est en train de créer des cours à distance pour les élèves. Faire encore comment on est développement de... On va faire l'expériment développé. On a des profs qui développent aussi avec le ministère. Puis, ce que les gens du ministère veulent avec ça, c'est offrir justement, comme Julie le disait, aux enseignants, aux élèves, par exemple, qui s'en vont en sport-études, pour avoir accès à la formation à distance. Puis ça, on en a plusieurs, des projets comme ça dans le projet de Fadio. Puis, d'avoir aussi accès pour des élèves, par exemple, qui auraient des besoins particuliers, pour les élèves qui sont aveugles, pour les élèves qui... donc, il y a plusieurs modèles différents où cette formation-là va pouvoir être disponibilisée pour les élèves. C'est sûr que c'est de l'asynchrone. Ce n'est pas du synchrone. En asynchrone, il y a d'autres difficultés aussi. Bon, tout l'aspect là, de l'élève qui se sent engagé ou pas, motivé ou pas. Nous, c'est sûr que quand on est au secondaire ou même au primaire, les élèves ils se sentent beaucoup plus engagés parce qu'ils ont toujours l'enseignant qui est très, très, très proche derrière. C'est sûr que quand on est au cégep ou à l'université et que l'enseignant c'est différent aussi, là. Mais en tout cas, on est dans l'expérimentation de ça. On surveille aussi pour les élèves qui sont en difficulté de voir comment ça peut se passer pour eux. On a parlé aussi d'évaluation beaucoup dans les derniers temps. Donc, de voir comment les évaluations à distance peuvent se faire, puis comment ça peut se faire justement aussi pour pallier aux difficultés de nos élèves, parce qu'on en a plusieurs au niveau secondaire qui ont déjà des portables avec les outils technologiques. Qui ont besoin de mesures de soutien particuliers, puis des fois un peu plus de temps pour réaliser un examen ou des choses comme ça. Mais on regarde tout ça à travers la lunette de ce beau projet-là. Quand tu parles du projet du ministère, notamment pour le secondaire, j'imagine, la formation qui se veut asynchrone, qui serait ou sera offerte, c'est pour les unités manquantes. Hein? Je pense que c'est peut-être plus pour assurer la diplomation de ces élèves-là qui autrement ne diplômeraient pas. Oui, c'est ça. Ça fait partie du projet aussi. Nous, on a des classes où il n'y a pas beaucoup d'élèves. Donc, s'il y a juste 3 ou 4 élèves dans une classe, puis on veut s'assurer que ces élèves-là puissent avoir accès, par exemple, à tel niveau de mathématiques, parce qu'ils en ont besoin pour s'en aller au cégep. Parce qu'il faut dire que les écoles qui participent au projet, ce sont souvent de très petites écoles. Donc, s'il y a juste 15 ou 18 élèves en secondaire 4 en mathématiques, on ne peut presque pas donner les 3 séquences mathématiques. Donc, on essaie de pallier comme ça. On a aussi des cours en ligne. C'est un prof dans une classe, puis les élèves sont dans une autre classe. Donc, ils travaillent à distance. Ça s'est fait beaucoup l'année passée. Je ne sais pas si Martine est là.
J'ai vu plusieurs profs de notre gang qui sont présents aujourd'hui. Ça fait que c'est ça. Puis peut-être que je voulais apporter aussi autre chose. On a des enseignants au niveau du premier cycle du secondaire qui travaillent beaucoup la classe inversée. Je sais qu'il y a Anita, je pense qu'elle est là aujourd'hui. Puis Anita, elle a travaillé beaucoup au niveau de créer des vidéos pour aider ses élèves justement qui sont en difficulté parce qu'elle travaille avec des élèves en difficulté. Puis à partir des premiers moments où elle a commencé à faire ça, ça a déjà donné des résultats qui étaient hyper positifs pour ces élèves-là. Donc, je pense qu'en tout cas, on s'en va dans le bon sens, puis on se dit bien, que tout ce qui va être créé par le ministère aussi, bien, ça va permettre aux élèves aussi qui sont à la maison ou qui sont hospitalisés ou qui sont ailleurs, parce que des fois, on a des enfants qui partent 6 mois avec leurs parents faire le tour du monde. Là. Donc, en tout cas, on espère que toute cette formation-là qui va être disponible va permettre aux élèves de pouvoir accéder aussi à de la formation, même au niveau secondaire, là, même si c'est souvent différé, mais on est en train de placer vraiment un modèle qui devrait répondre aux besoins de nos élèves du secteur jeune. Merci, Marie-Claire. Il y a effectivement, je fais du pouce un peu sur le commentaire de Séverine dans le clavardage. Tu sais, l'apprentissage pose plusieurs défis en lien avec la motivation et la persévérance pour les apprenants. D'autant plus, j'ai envie de dire, sans que j'ai de preuves, là, mais que j'ai un senti, c'est qu'en mode asynchrone, c'est encore plus difficile. Est-ce que la motivation, la persévérance pour les apprenants, c'est encore quelque chose qu'on doit plus se préoccuper quand on a des élèves en difficulté? C'est un beau sujet de recherche, mais ça demeure un défi, ça, de motiver et de faire en sorte que nos élèves persévèrent. Julie Bélanger, toi, est-ce que primaire, secondaire, quand des robots de téléprésence à votre commission scolaire, est-ce qu'il y en a? Non, pas encore. C'est pour ça, pour le moment, que personne, en tout cas, moi, j'en ai pas vu encore là, dans les milieux que je fréquente. Là. OK. OK. Éric, toi, un cas de robot de téléprésence dans ton vécu, tu sais, ta conjointe enseigne au primaire, est-ce que tu as entendu ou tu as vu parler, tu as vu quelque chose à cet égard-là? Dans notre région, pour l'instant, je suis quand même bien connecté sur la commission scolaire. On n'a pas intégré, il n'y a pas de robots de téléprésence qui ont été intégrés. Par contre, je sais que la commission scolaire de Montréal, ça nous a été présenté dans un atelier au Reptique, que la commission scolaire de Montréal en avait acheté plusieurs, justement pour répondre à des besoins comme ça, d'élèves qui ont des problématiques. Hein. Ils ont beaucoup l'hôpital Sainte-Justine, tout ça, des gens qui sont obligés de passer beaucoup de temps à l'hôpital, mais qui veulent continuer à aller à l'école, mais ils ne peuvent pas y aller physiquement et se déplacer. Donc, ils sont obligés de se connecter à distance, mais dans une classe, mais ils peuvent se déplacer par eux-mêmes dans l'école. Donc, ça doit pallier à certains... Ce n'est pas un ordinateur qui est sur le bureau qui regarde... tu peux t'approcher d'une équipe de travail. Donc, j'aurais aimé ça d'entendre plus parler. Je n'ai pas expérimenté. J'ai vu ce que ça faisait, mais je suis sûr que ça vient atténuer certaines problématiques de la formation à distance. Mais dans les discussions qu'on a eues, ça m'a allumé sur quelque chose, Marilyn. J'ai lu les commentaires, je lis, j'entends ce que les gens communiquent avec nous autres. Peut-être pour reprendre mon rôle d'avocat du diable de l'autre côté, la formation à distance, ça peut faire aussi en sorte si ce n'est pas bien fait, s'il y a des personnes qui n'ont aucune problématique, mais ça peut amener des problématiques. Les cours ne sont pas bien scénarisés, ne sont pas bien pensés. Quelqu'un qui n'a pas de déficit de l'attention peut en développer un. Il ne sera peut-être pas aussi fort que ceux-là qui arrivent déjà avec un, là, mais il pourrait en développer un. Donc, tantôt, on parlait de pédagogie inclusive. Ben, c'est bon pour ceux qui n'en ont pas nécessairement des problèmes aussi. Là, plus on discute, plus on oublie notre élève qui a des problématiques, puis plus on dit, ben, finalement, la formation à distance, ça peut créer des problèmes si ce n'est pas bien fait. Donc, tu sais... Ben, Marie-Josée te répond dans le clavardage, un cours mal fait en présence. Exactement. Exact.
En fait, je reviens sur le robot de téléprésence. Moi, je l'ai vécu non pas comme apprenant, mais comme participant. Mais je pense que mes collègues reptiques j'ai envie de dire autour de la table, on est comme autour d'une table, on l'a vécu au répondantique. Et effectivement, le robot qui se promène à travers les équipes, c'est très, très différent d'un écran sur lequel tu vois une image fixe d'un élève, par exemple, qui est dans son lit d'hôpital à Sainte-Justine ou à la maison parce qu'il est immunosupprimé et qu'il ne peut pas se présenter en classe. Le fait d'interagir par un robot de téléprésence, à mon avis, c'est une belle avancée de la formation à distance et des mesures d'accommodement. Puis moi, je prédis que éventuellement, dans nos commissions scolaires, bien, Montréal sont avancées, mais dans les commissions scolaires, ça viendra. Dans les écoles primaires, ça viendra aussi. On a des éducateurs spécialisés actuellement qui sont avec nous. Moi, j'ai une collègue TES que, en fait, elle joue le rôle quasiment du robot de téléprésence parce que l'élève qu'elle accompagne est tellement anxieux que c'est elle qui se présente dans une classe pour voir s'il n'y a pas personne avant et ainsi de suite. Donc, dans un contexte là, de distance, cet outil-là, ce genre d'outil-là, ça devient très, 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 très intéressant. Il est 12h46. J'ai quasiment envie, Éric, avant que tu lances ton dernier sondage, de donner la parole à tous ceux qui ont envie de l'apprendre, peu importe l'ordre d'enseignement. Une discussion libre, dans le fond, sur ce qu'on a dit jusqu'à présent pour ou contre la formation à distance pour les étudiants en grande difficulté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de s'exprimer? Alors, on vous invite à ouvrir votre caméra, votre micro, simplement vous présenter. Oui, Marie-Josée aimerait prendre la parole. Oui, en fait, là, je ne veux pas être tannante, là, mais moi, je suis pour, en fait. Là, tout le monde qui me connaît sait que je suis pour ça. Mais je pense aussi que quand on crée un scénario pédagogique qui va être super bien adapté, que ce soit pour le présentiel ou que ce soit pour la formation à distance, si on n'explique pas bien à nos étudiants ce qu'on attend d'eux, puis c'est quoi leur responsabilité, puis qu'ils ne savent pas c'est quoi de la pédagogie inversée, puis qu'ils ne savent pas nécessairement dans quoi ils s'embarquent quand ils font une pédagogie par projet, bien, que ce soit des étudiants en difficulté ou pas, bien, on va se créer nous-mêmes nos propres problèmes. Donc, même si on est bien planifié, il faut expliquer à nos étudiants ce qu'on veut d'eux. C'est tout. Marie-Josée, tu étais de quel établissement déjà? Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis technopédagogue. Merci. C'est plaisant de connaître les gens autour de la table, comme dit Marilyn. Oui. Marie-Josée, étant donné qu'elle a pris la parole, je prends la balle au bon. On parle depuis le début oui, la FAD pour les étudiants en grande difficulté. Sans que ce soit des grandes difficultés, ça peut être aussi des situations particulières. Notamment, je m'adresse à Marie-Josée parce que les populations autochtones qui, eux, pourraient bénéficier d'une formation en enseignement supérieur, par exemple, de qualité, grâce à la FAD, est-ce que c'est quelque chose qui nécessiterait tellement d'accommodement ou tellement de mesures qu'on n'y pense même pas? En Abitibi, je pense que vous vous préoccupez de cette situation-là. Hein? Oui, mais en fait, quand il y a une formation qui est montée pour les Autochtones, il y a une pédagogie qui est adaptée par défaut. Donc, il y a une pédagogie, il y a une façon d'enseigner à des Autochtones qui n'est pas la même nécessairement qu'avec... en fait, ça dépend lesquels. Si on a des Autochtones qui viennent d'une ville puis qui sont allés dans des écoles, dans des villes puis qui ont suivi le même système que tout le monde, bien, il n'y aura pas d'adaptation qui va se faire nécessairement, à moins qu'il y ait un problème. Mais quand on pense des Grands Nord, par exemple, où ils ont leur propre système, puis quand ils arrivent chez nous, bien, qu'ils ont déjà un retard parce que ce n'est pas le même système pédagogique, mais à ce moment-là, il faut adapter, bien entendu,
la pédagogie, mais pas juste la pédagogie, il faut... c'est toute la compétence qu'il faut traduire, morceler un peu aussi, parce qu'ils peuvent pas... ils sont pas prêts à en prendre autant qu'on voudrait leur en donner, parce qu'ils sont pas rendus au même niveau. Éventuellement, ils vont se rendre au même niveau, ils sont aussi intelligents que tout le monde. C'est pas une affaire de... C'est juste parce que leur système pédagogique n'est pas du tout le même. Donc, quand ils arrivent, habituellement, ils ont un retard par rapport à nos étudiants qui arrivent dans des classes normales. OK. Puis pour la formation, plus spécifiquement en enseignement supérieur à ces populations-là, est-ce que ça se fait en formation à distance? Il y a des formations qui se font à distance, on en donne. Puis, il y a de la formation qui se fait en présentiel aussi. Donc, tout dépendant. À l'université, on a beaucoup de formations à distance qui se donnent pour les Autochtones. Au cégep, c'est beaucoup plus de la formation en présence qui est offerte pour justement les amener à, quand ils vont aller à l'université, qu'ils soient un petit peu plus près à ce qui va se passer. Ben, merci. D'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole avant qu'on lance une dernière fois le sondage pour voir si notre 80-20 a bougé depuis tantôt? Marilyn? Oui. Peut-être un point de Martin, je ne sais pas si c'est Martin qui dans le chat, là, mais que je trouvais important. Il disait la majorité de la clientèle, la FAD reste une option, mais à mon avis, qui est exigeante. C'est vrai que c'est exigeant. Puis souvent aussi, puis on parlait dans le commentaire, il est long, là, je ne vais pas tout le lire, mais de financement aussi de la formation à distance. Des fois, les directions peuvent dire « Oh, on n'a pas beaucoup d'élèves, on va faire ça à distance. » Ça l'amène, Marie-Josée en a parlé aussi, ça l'amène un encadrement particulier, un suivi particulier des élèves, des enseignants, suivi technologique. Donc, c'est des aspects à tenir en compte, peu importe la difficulté, puis encore plus quand je dois fournir un logiciel parce que l'élève est dyslexique. Donc, il y a quand même des investissements monétaires à faire là-dedans si on veut y arriver, puis bien accompagner nos élèves, qu'ils soient en difficulté d'apprentissage, qui en demandent peut-être un petit peu plus, probablement, ça ne veut pas dire, et nos élèves dit qu'ils n'ont pas nécessairement de problème. Je pense que c'est un point important qui était soulevé dans le chat. Parfait. Merci. Donc, je suis très, très curieuse, très impatiente. Est-ce que tu voudrais lancer un sondage pour voir qui est pour, qui est contre la FAD? Absolument. Je vais relancer le sondage, ma chère. Donc, relancer le sondage. Et voilà. On est actuellement 56 personnes en ligne. Oui, j'ai 22 personnes. Hey, je ne comprends pas. À chaque fois, il y a quelqu'un qui m'arrête le sondage. On dirait, c'est bizarre. En fait, c'est comme si quelqu'un affiche les résultats trop rapidement. Je pense que c'est ça le problème. Les résultats, c'est un autre qui... C'est quelqu'un qui est autre, là, qui moi, réussit. je ne touche à rien absolument, donc c'est pas moi. Karine et Mylène, vous ne touchez pas. Ouais. Je vais relancer le sondage, les amis. C'est pas grave, il faut accepter l'erreur. Donc, je relance le sondage pour essayer d'avoir la majorité des participants. La première fois, c'était moi, mais là, cette fois-là, c'était pas moi. Donc, je relance. Je ne touche plus à rien. Les autres ne répondaient pas, là, ceux qui marquaient « autres » à côté de leur nom. Ça va bien, on est rendu à 38. 39. Pour les gens qui quittent ou qui doivent quitter, bien entendu, on vous invite à compléter le petit sondage d'appréciation de l'atelier. Parfait. Donc, on a la majorité. Mylène, t'es toute pardonnée, c'est Karine qui vient de se confesser. Parce que c'était pas évident. C'est comme, je voulais participer au sondage, mais je réalisais que je n'étais pas capable de participer au sondage. Je ne pouvais pas, en fait. Mais de toute façon, Mylène, c'est mieux que tu ne participes pas. On sait que tu as un biais favorable. Je le sais. Je fausse les données. C'est aussi bien comme ça. Donc, mettre fin au sondage, partager les résultats. Donc, maintenant, on est à 88 pour et 12 contre. Donc, tantôt, on était à 80-20. Donc, on a une petite augmentation. C'est sûr que, on pose la question, mais en fait, ça dépend du type de la formule de formation à distance. Hein? Aussi, il y a tout ça hein, qui... C'est notre conclusion. Ah oui?
Vas-y, Éric, conclue. En fait, dans toutes nos discussions, moi et Marilyn, on a fait un peu comme tous les intervenants aujourd'hui. À un moment, on était pour, à un autre moment, on était contre. Et souvent, quand j'accompagne mes enseignants dans la formation la formation à distance, je leur dis que le fait de former des gens avec un ordinateur, une caméra, c'est une loupe sur notre enseignement. Donc, je trouve que nos qualités vont être mises beaucoup de l'avant et nos défauts aussi. Donc, si quand tu es en avant de la classe, tu enseignes de façon magistrale, les élèves, ça peut passer, mais si tu le fais toujours en ligne, tu vas avoir l'air d'une vidéo YouTube, puis ça fait une loupe, ça se peut que ça soit encore plus plate que quand c'est en classe. Donc, le fait d'être à distance, c'est une loupe sur tes qualités et sur tes défauts. Ce qui nous amène à dire, dans le fond, là, puis je suis content parce que les discussions d'aujourd'hui nous guident vers là. Julie nous a déjà devancés. Mais dans le fond, je pense que la majorité des gens sont pour la formation à distance bien faite, mais contre la formation à distance mal faite. Donc, puis on a identifié des éléments aujourd'hui de choses qui nous disent que ça peut être bien fait, des pistes de solutions pour bien faire la formation à distance, bien l'encadrer, d'être bien accompagné. Mais on a aussi des pistes qui font, ça, c'est des pratiques qu'on ne devrait pas faire, qui vont faire en sorte que ça va être encore pire chez les élèves avec de la difficulté. Donc, je pense que la phrase, si on voulait résumer l'atelier d'aujourd'hui, c'est pour la formation à distance bien faite et contre la formation à distance mal faite. D'accord avec ça, Marilyn? C'est tellement bien résumé. Oui. Alors, pour nous, ce serait tout. On vous remercie infiniment. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes. Je remercie spécialement les personnes qui ont pris parole, qui ont échangé dans le document et ou dans le chat. Merci beaucoup. C'est très, très riche. Maintenant, on se dit peut-être à une prochaine fois pour avoir des mesures très, très précises. J'ai beaucoup aimé les interventions qui nous ont mis déjà sur des pistes d'action très précises de ce qu'il faut faire pour aider nos étudiants en grande difficulté dans un contexte de FAD. Donc, possiblement qu'on se reverra dans un prochain atelier pour en discuter plus abondamment. Julie a mis dans le chat un lien pour évaluer l'atelier d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas d'aller y répondre. Et voilà, ça me fait à l'atelier. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Oui, merci Marilyn et Éric de vous être prêtés à l'animation, en fait. C'est toujours un sujet délicat, mais drôlement intéressant. Alors, je vous invite au prochain atelier à 15 h, qui est en lien avec un DEP en assistance technique en pharmacie et en dessin de bâtiment. En fait, il y a comme 2 diplômes d'études et c'est de 15 h à 16 h 30 aujourd'hui. Alors, bon après-midi tout le monde et merci de votre participation. Au revoir. Bye. Bye mes amis.